À l'âge de 8 ans, mes parents biologiques m'ont laissé dans une gare routière glaciale, avec rien d'autre qu'une barre de céréales. Ils sont partis en voiture et n'ont jamais regardé en arrière. Un parfait étranger m'a trouvé, est resté à mes côtés, et m'a finalement recueilli. Ce n'est qu'après son décès que j'ai appris qu'il m'avait, en toute discrétion, légué l'intégralité de son héritage, d'un montant de 3,8 millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les personnes qui m'avaient abandonné sont revenues, rampant hors de l'ombre, pour me réclamer chaque centime. Assis au tribunal, ils m'ont lancé un sourire suffisant, pensant qu'ils remporteraient une victoire facile. Ils ne savaient pas que j'étais sur le point de me lever et de dire « Votre honneur, je me représenterai moi-même ». Avant que je ne vous raconte comment j'ai effacé ce sourire suffisant de leur visage pour toujours, s'il vous plaît, commentez ci-dessous pour que je sache que vous êtes prêts. Prenez un verre d'eau chaude et écoutez toute l'histoire. La salle d'audience était si silencieuse que j'entendais la plume gratter sur le bloc-notes du greffier, 3 rangées derrière. L'air sentait le nettoyant citronné, le vieux papier, et cette odeur stérile distincte de la justice institutionnelle. J'ai ajusté la manche gauche de mon blazer bleu marine, pris une inspiration lente et mesurée, puis j'ai regardé droit devant moi, vers le public. Suzanne, la femme que je n'avais plus appelée mère depuis 22 ans, était assise au 2e rang. Elle portait une robe sombre, très classique. Elle avait dû l'acheter spécifiquement pour aujourd'hui. C'était quelque chose de respectable, quelque chose qui criait la famille en deuil. Elle était assise parfaitement immobile. Elle ne m'a pas regardé. Elle fixait simplement la table des plaignants, comme elle fixait toujours les choses qu'elle désirait, sans ciller, sans la moindre trace d'excuse. À côté d'elle se trouvait Robert, mon père biologique, la mâchoire serrée, les mains posées sur ses genoux. Il ressemblait exactement au genre de personne qui mérite de la sympathie. Je n'ai pas ressenti une goutte de peur. Le petit garçon qui pleurait dans le noir, se demandant ce qu'il avait fait de mal, avait disparu. À sa place se tenait un avocat spécialisé en droit de la famille, âgé de 32 ans, qui savait exactement comment le système fonctionnait. La lourde porte en bois derrière le banc s'est ouverte. La voix du huissier a résonné sous le haut plafond, tout le monde debout pour l'honorable juge Cameron. Je me suis levé avec tout le monde dans la pièce. J'ai lissé le devant de ma veste. Quand je me suis rassis, mes yeux ont croisé ceux de Suzanne pour la première fois en plus de 2 décennies. Elle a esquissé un sourire pincé, condescendant, un sourire suffisant destiné à me rappeler ma place. Elle pensait que j'étais encore ce gamin impuissant. Elle pensait que c'était un jeu qu'elle pouvait gagner par pure intimidation. Je ne lui ai rien renvoyé, ni colère, ni tristesse, juste un regard analytique et vide. Je n'étais pas intimidé. J'avais cessé d'avoir peur du noir il y a très longtemps. Pour comprendre comment une simple barre de céréales, si bon marché, nous a mené à un procès de plusieurs millions de dollars, nous devons remonter le temps. Nous devons retourner à ce jour d'hiver qui a divisé ma vie en 2 chronologies complètement différentes. Le vent du fleuve Ohio, en février, ne se contente pas de souffler, il mord et transperce vos vêtements. J'avais 8 ans. Robert a conduit notre Chevy Lumina rouillé jusqu'à la gare routière Greyhound, du côté de Dayton. Le ciel au-dessus était de la couleur d'une vieille eau de vaisselle, lourd et lugubre. J'étais assis à l'arrière, mes jambes frappant nerveusement le tissu usé. Nous ne partions jamais en voyage. Nous avions à peine assez d'argent pour maintenir le chauffage. Robert s'est garé le long du trottoir, laissant le moteur tourner. L'échappement a craché de la fumée dans l'air glacial. Suzanne s'est retournée depuis le siège passager. Elle n'a pas souri. Elle m'a simplement tendu une barre de céréales au beurre de cacahuète, enveloppée dans du papier brillant. Sors et va t'asseoir sur le banc en bois près des casiers, a-t-elle ordonné. Sa voix était monocorde, dénuée de toute chaleur. Attends là, Matthew. J'ai serré la barre de céréales. Où allons-nous? Ton père a besoin d'acheter les billets, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Tu sais, il est toujours confus au guichet. Je dois aller l'aider. Cela prendra 10, peut-être 15 minutes. Ne parle pas aux étrangers. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et suis descendu dans le froid mordant. J'ai traversé les portes coulissantes en verre du terminal. Ça sentait le café éventé et la cire à plancher. J'ai trouvé le banc en bois juste à côté des casiers métalliques, exactement là où elle m'avait dit d'aller. Je me suis assis. J'ai observé les portes vitrées. 15 minutes se sont écoulées.
J'ai mangé la barre de céréales parce que mon estomac se tordait et que mâcher me donnait quelque chose à faire. Le goût sucré du beurre de cacahuète m'a envahi la bouche, mais cela n'a pas empêché mes mains de trembler. 1 heure s'est écoulée. Des gens passaient en hâte devant moi, traînant de lourdes valises. Un homme portant un manteau en lambeaux et une housse de guitare s'est allongé sur 3 sièges en plastique en face de moi et s'est endormi. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient d'un vrombissement constant et irritant. 2 heures. Une femme âgée, tirant un chariot à roulettes, s'est arrêtée devant moi. Elle a incliné la tête, les yeux pleins de pitié. « Où sont tes parents, mon chéri ?» a-t-elle demandé. « Ils achètent des billets » ai-je répondu automatiquement. Ma voix m'a semblé petite même à moi. 3 heures. Le soleil a commencé à se coucher à l'extérieur des grandes fenêtres, projetant de longues ombres sombres sur le sol du terminal. La panique a commencé à monter dans ma poitrine, chaude et suffocante. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'entrée, pressant mon visage contre la vitre froide. La Chevy Lumina rouillée avait disparu. La place de parking était vide. À la 4e heure, le terminal s'était calmé. Le déni auquel je m'accrochais désespérément a commencé à se fissurer. Une femme portant un gilet bleu avec le nom Déborah épinglé dessus, est venue du bureau d'information. Elle avait des lunettes de lecture remontées sur le front et une tache de café fraîche sur son col. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc en bois dur. « Comment t'appelles-tu, mon chéri ?» a-t-elle demandé doucement. « Matthew » ai-je murmuré. « Avec qui es-tu venu ici, Matthew ?»« Ma maman et mon papa. Ils sont allés acheter des billets. » Déborah a hoché la tête lentement. C'était ce hochement de tête prudent et mesuré que les adultes utilisent lorsqu'ils essaient désespérément de ne pas vous effrayer, quand ils savent que quelque chose ne va pas terriblement. Elle a fouillé dans sa poche. « Je vais passer un rapide coup de fil, mon chéri. Voudrais-tu une autre barre de céréales pendant que nous attendons ?» J'ai simplement hoché la tête, les larmes coulant enfin sur mes joues glacées. 15 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée le long du trottoir. 2 agents sont entrés. Une femme portant un presse-papier les suivait de près. Elle venait des services de protection de l'enfance. Ils m'ont posé des questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Ils ont écrit des choses sur leur bloc-notes. Puis la femme avec le presse-papier m'a pris la main et m'a conduit à sa voiture. J'ai passé cette nuit dans une pièce stérile, avec des lumières vives. Assis sur une chaise en plastique devant une télévision montée trop haut sur le mur. Je n'arrêtais pas de regarder la porte. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une énorme erreur. Robert s'était juste perdu. Suzanne avait juste oublié le numéro de porte. J'avais 8 ans. C'était la seule histoire que mon cerveau pouvait inventer pour se protéger de la réalité écrasante. Je ne connaissais pas la vérité. 3 jours plus tard, j'étais toujours assis dans la même salle d'attente, au bureau des services sociaux du comté. Je n'avais pas dit un mot depuis la première nuit. Je fixais simplement le sol en linoléum éraflé, attendant qu'un travailleur social trouve où me placer. C'est cet après-midi-là que Joseph Marsh a franchi la porte. Il avait 53 ans, portait une veste en velours côtelé délavé avec des coudes renforcés de patch. Il était là parce qu'il se portait volontaire tous les 2 jeudis pour conduire des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux. Il avait pris un mauvais virage en cherchant l'ascenseur et s'était retrouvé dans la zone d'attente des placements en famille d'accueil à la place. Il est resté un long moment dans l'embrasure de la porte, regardant la pièce déprimante. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Au lieu de faire demi-tour et de trouver l'ascenseur, il a marché droit vers moi et s'est assis sur la chaise en plastique à côté de la mienne. « Tu joues aux échecs ?» a-t-il demandé. Sa voix était grave, régulière et complètement imperturbable par l'énergie chaotique du bâtiment. J'ai secoué la tête. « Non, ce n'est pas grave » a-t-il dit avec désinvolture. Je t'apprendrai. Il a fouillé dans la poche surdimensionnée de sa veste et en a sorti un petit jeu d'échecs de voyage magnétique pliable. Il l'a ouvert sur ses genoux. Il a passé les 40 minutes suivantes à m'expliquer les pièces. La tour se déplace en ligne droite. Le fou se déplace en diagonale. Le cavalier saute. Il n'utilisait pas de langage enfantin. Il me parlait comme à une personne digne de son temps. Quand j'oubliais comment le cavalier se déplaçait, il me l'expliquait simplement à nouveau, son ton complètement neutre, sans jamais me faire sentir stupide.
Lorsque ma travailleuse sociale est finalement venue me prendre pour m'emmener dans un foyer de groupe temporaire, Joseph s'est levé. Il a tendu la main et m'a serré la main fermement. « Tu as de bons instincts pour le jeu, Matthew, a-t-il dit. Je pensais que c'était la fin. Un gentil étranger qui avait passé 40 minutes avec un enfant triste. 6 jours plus tard, il est apparu à mon nouveau foyer de groupe. Il a apporté un formulaire de demande de carte de bibliothèque qu'il avait déjà rempli avec mon nom, et un livre de poche sur des enfants résolvant des mystères. Il était allé à l'accueil, avait demandé ma travailleuse sociale, et avait rempli l'énorme pile de documents de vérification d'antécédents requis pour devenir un visiteur agréé. Il est venu chaque semaine pendant les 8 mois suivants. J'ai navigué entre 2 placements temporaires différents. J'ai déménagé à travers les limites du comté. Il y a eu une période où j'ai complètement cessé de parler, car rien au monde ne me semblait sûr. Joseph ne m'a jamais poussé à parler. Il se présentait simplement, installait l'échiquier magnétique sur n'importe quelle table bancale disponible, et attendait que je fasse mon coup. Une fois, il a apporté un petit sac en papier rempli de ses bonbons à la cannelle épicée, enveloppés dans du cellophane transparent. Je les adorais. Je ne lui avais jamais dit cela, mais il le savait d'une manière ou d'une autre. Il était attentif. Quand j'avais 9 ans et demi, nous étions assis sur le porche de ma 3e famille d'accueil. Il a déplacé son fou sur l'échiquier, capturant mon pion. Puis il a levé les yeux vers moi. « Matthew, a-t-il dit doucement. J'aimerais faire une demande pour devenir ton parent d'accueil permanent, mais je veux que tu saches que tu as le choix. Ce que tu dis est la bonne réponse. Je comprendrais parfaitement si tu ne voulais pas cela. La confiance est quelque chose qui doit être gagné, et je sais que je n'en ai pas encore assez gagné. » Je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase. Oui, ai-je laissé échapper. 2 mois plus tard, j'ai fait mes bagages, avec mon seul sac de sport, et j'ai emménagé chez lui. Joseph vivait dans une modeste maison coloniale de couleur crème, dans une rue calme et arborée de Centerville. De l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres maisons du pâté de maison. À l'intérieur, c'était un sanctuaire. Chaque surface plane était recouverte de quelque chose d'intéressant, un mot croisé à moitié terminé, une pile de biographies historiques, une tasse à café avec une citation sur la patience imprimée sur le côté. La maison sentait constamment le bois de cèdre et tout ce qu'il cuisinait. Joseph faisait de la pâtisserie quand il était stressé, ce qui signifiait que nous avions toujours des cookies aux pépites de chocolat frais ou du pain aux bananes sur le comptoir. Il m'a conduit à l'étage, dans une chambre au bout du couloir. Il y avait une courte pointe bleue sur le lit et une lampe en forme de phare sur la table de chevet. « Tu peux changer tout ce que tu veux ici, Matthew, m'a-t-il dit, adossé au cadre de la porte. C'est ta chambre. Cela signifie que ton opinion sur la couleur de la peinture et les meubles compte plus que la mienne. » Je n'ai rien changé. J'ai gardé la courte pointe bleue. J'ai gardé la lampe phare. La vie avec Joseph était une leçon magistrale de discrète constance. Il conduisait un break Subaru de 12 ans qu'il entretenait lui-même dans l'allée. Il achetait ses vêtements dans les bacs de solde du grand magasin local. Lorsque le robinet de la cuisine fuyait, il n'appelait pas de plombier. Il regardait un tutoriel et passait 3 heures sous l'évier à le réparer avec une clé à molette. Je savais que nous n'étions pas pauvres, mais je croyais fermement qu'il était simplement un homme de classe moyenne prudent, vivant strictement selon son modeste salaire. Il ne m'a jamais donné de raison de penser autrement. Une fois, quand j'avais 16 ans, je lui ai demandé pourquoi il n'achetait pas simplement une voiture plus récente au lieu de réparer la Subaru encore une fois. Il a essuyé la graisse de ses mains avec un chiffon et a souri. Les choses n'ont pas besoin d'être neuves pour être bonnes, Matthew. C'était l'étendue de nos discussions financières. Lorsque j'ai été accepté à l'Université d'État de l'Ohio, il n'a pas mentionné de contracter des prêts. Il a simplement payé les frais de scolarité. J'ai supposé qu'il avait épuisé un petit fonds universitaire qu'il avait économisé pendant des décennies. Quand j'ai décidé d'aller à la faculté de droit, il a également couvert cela, repoussant mes inquiétudes. Je me suis promis de le rembourser chaque centime une fois que j'aurais commencé à travailler. J'ai choisi de devenir avocat spécialisé en droit de la famille. Je n'ai pas eu à sonder mon âme pour en comprendre la raison. Je voulais me tenir dans les salles d'audience et me battre pour les enfants qui étaient assis sur des bancs en bois, attendant des parents qui ne reviendraient jamais. Je voulais déchirer les arguments de garde de personnes qui traitaient les enfants comme des biens jetables. Joseph était assis au 3e rang lors de ma remise de diplôme en droit.
Il a applaudi de sa manière contenue, véritablement fier. Ensuite, il m'a emmené dans un bon restaurant de grillades, un événement rare. Il a commandé une bouteille de vin rouge et a levé son verre. « Je suis très fier de l'homme que tu es devenu, a-t-il dit. Juste cela. Pas de discours dramatique. J'ai dû regarder par la fenêtre du restaurant, vers les lumières de la rue, pour qu'il ne voie pas ma vision se brouiller de larmes. J'ai obtenu un emploi dans un cabinet à Columbus. Je travaillais 80 heures par semaine, luttant dans des batailles de divorce et de garde brutale. J'ai gagné mon salaire. J'ai gagné mes promotions. J'ai construit ma vie. J'avais 31 ans lorsque mon téléphone a sonné tard un mardi soir. C'était Joseph. Sa voix semblait plus faible que d'habitude, un peu plus fatiguée. « Matthew, a-t-il dit, peux-tu venir ce week-end ? Il y a des choses dont nous devons discuter en personne. » Il avait 75 ans. Sa santé déclinait lentement. Une mauvaise valve cardiaque, avait dit le médecin, était trop risquée à opérer. Je savais que son temps était limité, mais j'ai repoussé cette pensée avec force dans le coin le plus sombre de mon esprit. Ce samedi-là, nous étions assis à sa table de cuisine abîmée, des tasses de café noir fumant entre nous, exactement comme nous nous étions assis 1000 fois auparavant. Il a croisé les mains sur la table. Il n'a pas mâché ses mots. Il m'a parlé de l'argent, de tout cela, de l'image financière complète et sans filtre de Joseph Marsh. Il a parlé avec ce ton neutre qu'il utilisait pour enseigner les échecs. Pas de pause dramatique, pas de grandiloquence. Il a expliqué que son père lui avait laissé un héritage substantiel dans les années 70. Au lieu de le dépenser, Joseph l'avait investi discrètement et sans pitié. Des fonds indiciels, de l'immobilier commercial dans des quartiers en pleine croissance qu'il avait conservé pendant des décennies. Il était copropriétaire d'une petite entreprise de fabrication avec 2 amis d'université, qui a été acquise par un énorme conglomérat quand j'étais au collège. J'ai mis à jour mon testament le mois dernier, a-t-il dit, me regardant droit dans les yeux. Je veux que tu entendes les chiffres exacts de ma bouche, ici même dans notre cuisine, et non d'un étranger dans un cabinet d'avocat après mon départ. Il a fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Le chiffre final était de 3,8 millions de dollars. J'ai fixé l'encre sur la page. La pièce est soudainement devenue très chaude. Je suis resté parfaitement immobile pendant longtemps, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. Joseph, ai-je finalement étouffé, ma voix se brisant. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il a bu une gorgée de son café. Je sais que c'est ton argent, ai-je insisté, repoussant le papier vers lui. C'est le travail de toute ta vie. Tout ce que tu as construit. Il a repoussé le papier vers moi. Je sais exactement ce que c'est, Matthew. Et je sais exactement qui je veux qu'il l'ait. 14 mois plus tard, un mardi matin pluvieux de mars, le cœur de Joseph a finalement lâché. Il est décédé paisiblement dans son sommeil, dans la maison qu'il aimait. C'était exactement comme il le voulait. Nous en avions parlé une fois sur le porche, une conversation franche sur les directives de fin de vie, parce que j'étais avocat et que les avocats imposent ces conversations douloureuses pour protéger les personnes qu'ils aiment. Il m'avait dit qu'il était prêt. J'avais tenu sa main la nuit précédant sa mort et je le croyais. Mais debout dans le cimetière, en les regardant descendre son cercueil, j'ai réalisé que je n'étais pas du tout prêt à exister dans un monde sans lui. J'ai pris 2 semaines de congé du cabinet. Je suis retourné à la maison de Centerville et je l'ai rangé lentement, honorant chaque objet. J'ai gardé le jeu d'échecs de voyage magnétique. J'ai gardé la lampe phare. J'ai fait don de ses vêtements à l'église locale qu'il avait fréquentée discrètement pendant 30 ans, sans jamais demander de reconnaissance. J'ai pleuré dans la cuisine vide jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Et puis, parce que Joseph m'avait appris à aller de l'avant, j'ai verrouillé la porte d'entrée, je suis retourné à Columbus et j'ai repris le travail. 6 semaines après que les documents successoraux eurent été déposés et enregistrés au registre public, la sonnette de mon appartement a retenti. C'était un facteur tenant un scanner électronique et une épaisse enveloppe certifiée. J'ai signé mon nom sur l'écran, donné un pourboire au facteur et jeté l'enveloppe sur le comptoir de ma cuisine. L'adresse de l'expéditeur appartenait à un cabinet d'avocats de Beaver Creek, Ohio. Mon cœur a fait une étrange et inconfortable embardée. Beaver Creek était une banlieue de Dayton. C'était à 20 minutes de la gare routière Greyhound. J'ai attrapé un couteau, j'ai ouvert le haut de l'enveloppe et j'ai sorti le dossier juridique.
J'ai lu la première page, puis je l'ai relue. Mon sang s'est glacé. Mes parents biologiques, Robert et Suzanne, me poursuivaient en justice. Ils demandaient au tribunal d'invalider le testament de Joseph et de réclamer la totalité de la succession de 3,8 millions de dollars. Les allégations légales imprimées sur le papier épais étaient créatives, de la manière dont le désespoir pur engendre souvent la créativité. Ils soutenaient qu'en tant que mes plus proches parents biologiques, ils avaient un droit antérieur et supérieur à tout héritage que je recevrais. Ils affirmaient que, puisque c'est eux qui m'avaient mis au monde, la succession de Joseph devrait logiquement leur revenir en tant que mes tuteurs originaux inscrits. J'ai laissé tomber les papiers sur le comptoir. L'audace pure et stupéfiante de leur démarche m'a frappé comme un coup de poing. Ils ont soutenu cela malgré le fait qu'un juge avait officiellement et définitivement mis fin à leurs droits parentaux quand j'avais 10 ans, en raison de l'abandon. Ils ont soutenu cela malgré le fait que Joseph m'avait légalement adopté quand j'avais 12 ans, rompant ainsi tout lien légal restant avec ma famille biologique. J'ai regardé l'adresse indiquée pour les plaignants. C'était une maison à Beaver Creek. Ils avaient vécu à 20 minutes de moi pendant toute mon enfance. Ils étaient là pendant que j'étais dans des familles d'accueil, là pendant que j'attendais que quelqu'un veuille de moi. Je suis resté longtemps dans ma cuisine. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. La colère brûlante dans ma poitrine s'est cristallisée en quelque chose de froid, déguisé et d'intensément concentré. Ce n'était plus une tragédie. C'était un problème juridique tactique. Et Joseph avait passé 22 ans à m'apprendre à voir l'échiquier dans son ensemble. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Carter. Carter était un associé principal de mon cabinet. Il traitait des litiges successoraux à enjeux élevés et il était, sans aucun doute, l'un des esprits juridiques les plus impitoyables et brillants que j'ai jamais rencontrés. C'était aussi un ami fidèle. J'ai besoin de ton avis sur quelque chose, tout de suite ai-je dit quand il a décroché. Il n'a pas posé de questions. Il était à mon appartement 40 minutes plus tard, portant une mallette et 2 tasses de café noir. Je lui ai tendu le dossier. Il s'est tenu près de l'îlot de ma cuisine et l'a lu en silence. Ses yeux parcouraient rapidement les pages. Il a tourné la dernière page, a jeté le document sur le comptoir en granit et m'a regardé par-dessus ses lunettes à monture métallique. Matthew, a-t-il dit, sa voix empreinte de dégoût professionnel. Ils n'ont aucune affaire. Je sais, ai-je répondu en croisant les bras. Je veux dire, sincèrement, structurellement, ce qu'ils ont là, c'est de la foutaise absolue, a poursuivi Carter, tapotant le papier. Ton adoption a légalement mis fin à tous les droits parentaux biologiques et aux réclamations d'héritage réciproques. Ils sont légalement des étrangers pour toi. Ils ne peuvent pas contester un testament pour lequel ils n'ont aucune qualité juridique, même pour être dans la salle d'audience. Celui qui a rédigé cette plainte a soit échoué aux bases du droit successoral en première année, soit il compte simplement sur le fait que tu aies peur et que tu proposes un règlement pour qu'ils disparaissent. Ils ont compté sur mon impuissance toute ma vie, ai-je dit doucement. Carter a sorti un bloc-notes de son attaché-caisse. Donne-moi l'autorisation. Je déposerai la réponse demain matin. Je les enterrerai sous des motions de procédure si profondes qu'ils ne verront pas le jour avant Noël. Non, ai-je dit. Carter s'est arrêté, son stylo en suspens au-dessus du bloc. Il a levé un sourcil sceptique. Pardon? Je veux m'en occuper moi-même. J'y vais seul, Matthew. Tu connais la règle, un avocat qui se représente lui-même a un fou pour client. Tu es trop impliqué. C'est trop émotionnel. Ce n'est pas émotionnel du tout, Carter. C'est le but. Je dois me tenir dans cette pièce. Je dois les regarder. Carter a étudié mon visage pendant un long moment. Il a vu la froide détermination dans mes yeux. Il a soupiré, refermant son stylo. D'accord, très bien. Tu mènes, mais je serai second à ta table pendant la préparation. Et je serai juste à côté de toi dans cette salle d'audience. Tu ne feras pas cela seul. Marché conclu, ai-je dit. Le lendemain matin, j'ai rédigé notre réponse. J'ai déchiré leurs arguments en citant des lois d'État spécifiques concernant l'adoption et l'héritage. J'ai déposé une demande reconventionnelle pour les frais de justice complets, le harcèlement et les litiges frivoles. Mais alors que j'étais assis à mon bureau, regardant le curseur clignotant sur mon écran, quelque chose continuait de me déranger. C'était une démangeaison au fond de mon cerveau. Pourquoi maintenant? Je n'avais ni vu ni entendu parler de Robert et Suzanne depuis 22 ans.
Il ne se souciait pas de savoir si j'étais mort ou vivant. Déposer un procès massif et sans fondement n'était pas seulement stupide, c'était cher. Il devait payer une provision à cet avocat local. Les personnes désespérées font des erreurs stupides, mais elles ont généralement un déclencheur. Je devais connaître le déclencheur. Si vous ne faites que vous défendre dans un procès, vous laissez l'adversaire contrôler le rythme du jeu. Je ne voulais pas simplement bloquer leurs pions. Je voulais prendre leurs rênes. Je devais savoir dans quel genre de pétrin ils se trouvaient pour qu'une mission suicide contre un avocat spécialisé en succession leur semble une bonne idée. J'ai décroché le téléphone et j'ai passé un appel que je faisais rarement. J'ai appelé Gabriel. Gabriel était un détective privé qui travaillait auparavant sur des affaires de fraude pour l'État. C'était un fantôme. Donnez-lui un nom et un numéro de sécurité sociale, et il pourrait vous dire ce que la personne a mangé au petit déjeuner un mardi, il y a 5 ans. Il était cher, et il valait chaque centime. Je l'ai rencontré dans un restaurant en périphérie de la ville. Je lui ai remis un morceau de papier avec les noms de Robert et Suzanne et leur adresse à Beaver Creek. J'ai besoin de tout, lui ai-je dit. Les finances, les dettes, les prêts hypothécaires, l'historique d'emploi, mais plus important encore, je veux que vous remontiez le temps, que vous fouilliez en 1994, l'année où ils m'ont laissé à la gare. Dites-moi ce qu'ils ont fait la semaine d'après. Gabriel a pris le papier, l'a plié soigneusement et l'a mis dans sa veste en cuir. Donnez-moi 10 jours, a-t-il dit. Cela lui a pris 11 jours. Lorsque Gabriel est entré dans mon bureau et a déposé un épais dossier en carton sur mon bureau, il ne s'est même pas assis. Il a juste pointé le dossier. Tu vas vouloir te servir un verre fort avant de lire ça, Matthew, a-t-il dit d'un ton sombre. J'ai ouvert le dossier. Le premier document était une copie d'un rapport de police déposé auprès du bureau du shérif du comté de Montgomery. La date était le 14 février 1994, la même soirée exacte où ils m'ont laissé à la gare Greyhound. J'ai lu la section narrative. Robert et Suzanne s'étaient rendus au poste et avaient déposé un rapport de personnes disparues. Ils avaient dit à la police que j'avais fugué de la maison. Ils m'avaient décrit comme un enfant perturbé et violent, avec une longue histoire de problèmes de comportement graves. Ils avaient affirmé avoir cherché dans le quartier pendant des heures et n'avaient simplement pas pu me trouver. Un enfant perturbé. J'étais en 3e année. Mon plus grand problème disciplinaire était d'être mis au coin pour avoir parlé à mon ami pendant l'heure de lecture silencieuse. J'ai tourné la page suivante. C'était une police d'assurance vie souscrite par un grand fournisseur national. La personne assurée était moi, Matthew. Les bénéficiaires étaient Robert et Suzanne. La police avait été souscrite exactement 18 mois avant le jour à la gare routière. Ma poitrine s'est serrée. J'ai tourné la 3e page. C'était l'autorisation de paiement. 2 ans après avoir déposé le rapport de personnes disparues, ils avaient soumis une réclamation en vertu d'une clause de contingence spécifique concernant les disparitions prolongées de mineurs dans des circonstances suspectes. La compagnie d'assurance a approuvé la réclamation. Ils ont été payés 62 000 $. Les documents étaient signés par les deux. En bas se trouvait un tampon de notaire et à côté, la signature d'un témoin confirmant mes prétendus problèmes de comportement. J'ai reconnu la signature instantanément. Elle appartenait à oncle John, le frère de Robert, le seul parent qui avait pris la peine de m'envoyer une carte d'anniversaire générique quand j'avais 7 ans. Il était complice. Il n'avait pas paniqué. Il n'avait pas fait une terrible erreur sous une pression inimaginable. C'était prémédité. Ils avaient abandonné leur enfant à une gare routière en plein hiver pour commettre une fraude à l'assurance. Ils s'en étaient tirés parce que personne n'avait fait le lien entre un rapport de fugue dans la banlieue et un enfant abandonné trouvé de l'autre côté de la ville. J'ai fermé le dossier. Le silence dans mon bureau était assourdissant. Toute micro-parcelle de pitié que j'aurais pu inconsciemment conserver pour mes parents de sang s'est instantanément évaporée. J'ai fait des copies de tout le dossier. J'ai rédigé une lettre d'accompagnement décrivant la chronologie des événements. Je l'ai scellée dans une enveloppe et l'ai fait livrer par coursier directement au chef de la division des fraudes du procureur du comté de Montgomery. Puis je suis retourné à la préparation de mon affaire civile. J'avais une date d'audience à laquelle assister. Le matin de l'audience, le ciel au-dessus de Columbus était clair et brutalement froid. Je suis arrivé au palais de justice 1 heure en avance. Je voulais contrôler l'environnement. Je me suis tenu près de la fenêtre du 2e étage, donnant sur le parking principal,
sirotant un café noir dans une tasse en polystyrène. À exactement 8h45, une Porsche Cayenne noire jet, élégante, a tourné dans le parking des visiteurs, s'est garée agressivement, occupant une ligne entre deux places. La porte du conducteur s'est ouverte, et Dylan est sorti. Dylan était mon frère cadet. Il avait 4 ans quand j'ai été laissé à la gare. C'était l'enfant prodige, celui qu'ils avaient gardé. Il avait 28 ans maintenant. Il portait un costume gris impeccablement coupé et sur mesure qui coûtait probablement $3000, et ses cheveux étaient lissés sans défaut. Il a fait le tour de la voiture pour ouvrir les portes passagers. Robert et Suzanne sont sortis. Suzanne portait la robe bleu marine. Robert portait un costume légèrement trop serré à la taille. Ils ont flanqué Dylan alors qu'il marchait vers les marches du palais de justice. Ils avaient l'air incroyablement arrogants. Ils ressemblaient à une famille qui appartenait au country club, rayonnant une aura de richesse intouchable et de supériorité. J'ai regardé Dylan verrouiller la Porsche d'un double bip de sa télécommande. Un sourire froid a effleuré le coin de ma bouche. Il jouait un rôle et il donnait tout un spectacle. Mais grâce à la plongée en profondeur que j'avais faite avec Carter et Gabriel dans leurs finances actuelles au cours des derniers jours, je savais exactement ce qui se cachait derrière les vitres teintées de cette Porsche. Cette voiture était un château de cartes, et aujourd'hui, le vent allait souffler. Je me suis détourné de la fenêtre et je suis entré dans la salle d'audience. Je me suis assis à la table du défendeur, sur le côté droit de l'allée. Carter s'est assis sur la chaise à côté de moi, faisant glisser un épais classeur de jurisprudence sur le bois poli. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Chaque argument, chaque précédent, chaque contre-attaque avait été méticuleusement planifié et répété. 10 minutes plus tard, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. Robert, Suzanne et Dylan sont entrés. Ils étaient accompagnés d'un homme tenant une mallette en cuir bon marché. C'était Nathan, leur avocat. J'avais consulté son dossier judiciaire. Il s'occupait principalement d'infractions mineures au code de la route et de divorces incontestés dans un petit centre commercial de banlieue. Il a regardé la salle d'audience au haut plafond, tirant sur son col. Il était dépassé, et il le savait. Nathan et mes parents biologiques ont pris place à la table des plaignants. Dylan était assis au premier rang de la galerie, juste derrière sa mère, penché en avant, les bras croisés sur la cloison en bois. J'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Descendant l'allée, il y avait oncle John. Il semblait plus vieux, plus gris, portant un polo délavé. Il a croisé mon regard et m'a fait un lent et triste hochement de tête, comme pour dire « C'est dommage que cela en soit arrivé là, Matthew ». L'hypocrisie pure m'a soulevé l'estomac. Il a pris place à côté de Dylan. Les joueurs étaient tous sur l'échiquier. Suzanne a finalement tourné la tête et m'a regardé de l'autre côté de l'allée. Elle a offert ce petit sourire suffisant et suffisant. Elle s'est penchée et a murmuré quelque chose à Nathan, qui a ricané nerveusement. Carter s'est penché vers moi. « Regarde-les » a-t-il marmonné à voix basse. « Ils pensent que c'est une extorsion. Ils pensent que tu vas craquer et leur offrir 1 million juste pour éviter l'embarras public d'un procès. Laisse-les penser ce qu'ils veulent encore 5 minutes, ai-je chuchoté en retour, mes yeux fixés fermement sur la chaise en cuir vide du juge. La porte latérale s'est ouverte. L'huissier est sorti. Tout le monde debout, a hurlé l'huissier, sa voix résonnant sur les murs lambrissés. L'honorable juge Cameron préside. Le juge Cameron a balayé la pièce, ses robes noires flottant légèrement. C'était une juriste sans fioriture, au début de la soixantaine. Connue pour son intellect aiguisé et sa tolérance absolument zéro pour les litiges frivoles. Elle a monté les marches menant au banc, s'est assise et a ajusté ses lunettes de lecture. Elle a ouvert le dossier de l'affaire devant elle. Elle a regardé Nathan. Puis elle a regardé à travers la pièce, vers moi. « Mettons fin à cela » a-t-elle dit, sa voix coupant le silence comme un scalpel. J'ai lu la déposition du plaignant. J'ai lu la réponse du défendeur. Conseiller, a-t-elle dit, fixant Nathan. Je vous suggère fortement de commencer par expliquer exactement pourquoi vous estimez que vos clients ont qualité pour agir dans mon tribunal aujourd'hui. Le jeu avait commencé. La tension dans la salle d'audience était assez dense pour être coupée au couteau. Nathan, l'avocat bon marché que mes parents biologiques avaient embauché, s'est levé de sa chaise. Il a boutonné sa veste de costume bon marché,
qui tirait de manière visible autour de sa taille, et s'est raclé la gorge. Cela ressemblait à du gravier broyé dans un mixeur. Il a pris une pile de papier désorganisé et s'est dirigé vers le podium, face à la juge Cameron. J'ai observé ses mains. Il serrait si fort les bords du bois sombre que ses jointures devenaient d'un blanc translucide. Il transpirait, de petites perles se formant sur sa lèvre supérieure malgré la forte climatisation soufflant à travers les bouches de ventilation du plafond. « Votre honneur, » a commencé Nathan, sa voix dépourvue de toute conviction ou autorité réelle. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander au tribunal d'invalider le dernier testament de feu Joseph Marsh. Nous vous demandons de rétablir l'ordre naturel légitime de l'héritage pour mes clients, la famille biologique du défendeur. La juge Cameron l'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle a simplement attendu, laissant le silence dans l'immense salle d'audience au plafond s'étirer jusqu'à devenir physiquement inconfortable. On pouvait entendre le faible tic-tac de l'horloge murale au-dessus des doubles portes. Nathan a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam se soulevant nerveusement. Notre position est que le lien biologique entre un parent et un enfant est sacré. C'est un lien qui l'emporte sur toute construction juridique artificielle ou tout arrangement de tutelle temporaire. Mes clients, Robert et Suzanne, ont mis Matthew au monde. Ils ont subi une séparation tragique et prolongée de lui pendant sa jeunesse, en raison de graves difficultés financières et d'une série de malheureux malentendus. Maintenant que l'homme qui est temporairement intervenu pour s'occuper de lui est décédé, il est juste et équitable que la succession revienne à la famille d'origine. Le sang est plus épais que l'eau, votre honneur. C'est le fondement du droit de la famille. La juge Cameron a laissé échapper un long et lent soupir. C'était exactement le genre de soupir qui précédait généralement une exécution judiciaire dans sa salle d'audience. Conseiller, a-t-elle dit, sa voix dangereusement calme et parfaitement égale. Citez-vous une carte de vœux Hallmark dans mon tribunal, ou avez-vous une jurisprudence réelle et vérifiable pour appuyer cette affirmation d'une absurdité à couper le souffle? Nathan a tressailli comme s'il avait été physiquement frappé. Eh bien, votre honneur, nous pensons que l'adoption initiale a été traitée dans des circonstances douteuses. Nous pensons que les droits parentaux de mes clients ont été injustement résiliés sans procédure régulière, dans les années 1990, et qu'ils conservent donc un intérêt légal dans les avoirs financiers et l'héritage actuel du défendeur. Arrêtez-vous là, a interrompu la juge Cameron, levant une seule main. Sa voix a claqué dans la pièce comme un fouet. Avez-vous lu la mémoire en réponse du défendeur avant d'entrer dans ce bâtiment aujourd'hui? L'avez-vous même feuilleté? Parce que moi, oui. J'ai les transcriptions certifiées du tribunal de 1996 juste devant moi, sur ce banc. Les droits parentaux de vos clients n'ont pas été injustement résiliés. Ils ont été définitivement et irrévocablement rompus en raison d'un abandon grave et documenté, et l'adoption ultérieure par M. Marsh a été finalisée par un juge de la famille de ce même comté. Vous êtes devant un tribunal de la loi, me demandant d'annuler des décennies de droits de la garde établis, sur la base d'une métaphore sur le sang et l'eau. Pendant les 17 minutes agonisantes suivantes, Nathan a tenté de se recentrer. C'était comme regarder un homme se noyer dans une mare de son propre fait. Il est revenu à l'idée d'une réunion de famille. Il a essayé de soutenir que Joseph Marsh n'était qu'un bienfaiteur fortuné qui n'aurait pas voulu créer de fossé entre une famille nouvellement réunie. Il a complètement ignoré les lois concernant le droit successoral. Il a abandonné les arguments qu'il avait écrits dans sa propre déposition initiale. À la table des plaignants, les sourires suffisants et arrogants s'effaçaient rapidement des visages de Robert et Suzanne. Suzanne serrait son sac à main en cuir sur ses genoux, sa posture rigide, ses jointures totalement blanches. Robert fixait intensément le dos de Nathan, réalisant clairement que l'avocat qu'il avait embauché à un prix d'amis était publiquement et complètement humilié. Derrière eux, dans la galerie, Dylan a décroisé les bras et s'est penché en avant, la confiance arrogante ayant complètement déserté sa posture. Il a regardé autour de la pièce comme un animal piégé, cherchant une sortie. Quand Nathan a finalement trébuché et s'est arrêté, complètement essoufflé et à court d'arguments, il est pratiquement retourné à sa chaise et s'est assis lourdement. Il a sorti un mouchoir froissé de sa poche et a essuyé la sueur de son front. La juge Cameron a tourné son regard perçant vers mon côté de la pièce. Monsieur Marsh, votre réponse. Je me suis levé. Je n'ai pas pressé le pas. J'ai boutonné mon blazer bleu marine, j'ai pris un seul dossier mince sur ma table et j'ai marché calmement jusqu'au podium. Je n'ai pas apporté une pile massive de livres de droit. Je n'avais pas besoin de fiches ou de notes manuscrites.
J'avais préparé ce moment précis pendant des semaines. Mais en vérité, Joseph m'avait préparé à cela toute ma vie. Il m'avait appris à contrôler mes émotions, à élaborer une stratégie infaillible et à attendre le moment parfait pour frapper. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix régulière, claire et résonnant parfaitement à travers la pièce silencieuse. Le conseil de l'opposition a passé les 17 dernières minutes à parler du lien sacré de la famille. Mais les tribunaux n'opèrent pas sur le sentiment. Ils n'opèrent pas sur une histoire révisionniste. Ils opèrent sur les faits, sur des documents vérifiés et sur la lettre de la loi. J'ai ouvert le mince dossier sur le podium. La pièce a de notre réponse et l'ordonnance d'adoption finalisée, datée du 12 août 1996. Elle détaille explicitement et de manière permanente la rupture de tous les liens biologiques, de tous les devoirs légaux et de toutes les réclamations d'héritage réciproque entre moi-même et les plaignants. D'un point de vue strictement légal, les deux personnes assises à cette table me sont de parfaits étrangers. Elles ont exactement autant de qualités pour contester le testament de mon père que l'huissier debout près de la porte. J'ai fait une pause, laissant le poids de ce fait s'enfoncer dans la pièce. J'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé directement Suzanne. Elle a refusé de croiser mon regard. Elle a fixé obstinément le lambris de bois sombre du banc du juge, sa mâchoire fermement serrée. Cependant, votre honneur, ai-je poursuivi, ma voix baissant d'un octave, devenant plus nette et considérablement plus froide. Ce procès ne porte pas réellement sur une séparation tragique. Il ne s'agit pas d'un désir soudain de renouer avec un fils perdu. Les plaignants n'ont pas passé 22 ans à me chercher. Ils savaient exactement où j'étais tout le temps. Ils vivaient à 20 minutes de là, à Beaver Creek. Non, ils ont intenté ce procès frivole et juridiquement insolvable parce qu'ils sont actuellement enlisés dans un désastre financier massif de leur propre chef, et qu'ils ont vu la nécrologie de mon père dans le journal local. Ils ont vu un héritage et ils ont pensé que c'était leur billet de loterie gagnant. Objection, a hurlé Nathan, sautant sur ses pieds si vite qu'il a fait basculer sa chaise. Pertinence. Le conseil de l'opposition témoigne du caractère de mes clients et fait des suppositions sans fondement sur leur situation financière. Objection rejetée, a claqué la juge Cameron instantanément, sans même le regarder. Asseyez-vous, conseiller. Je veux entendre exactement où Monsieur Marsh veut en venir. Nathan a lentement ramassé sa chaise et s'est rassis lourdement, l'air complètement vaincu. Je me suis détourné complètement du juge et j'ai fait face à la table des plaignants. J'ai regardé droit Dylan, l'enfant prodige, assis dans la galerie dans son costume à $3000. Puis j'ai regardé directement Robert dans les yeux. Mon père, Joseph Marsh, était un homme incroyablement calme et humble, ai-je dit, m'adressant à la salle, mais sans jamais rompre le contact visuel avec ma famille biologique. Il conduisait un break de 12 ans. Il faisait ses courses dans les quincailleries à bas prix et réparait sa propre plomberie. Mais il était aussi un investisseur brillant et l'unique propriétaire de Marsh Holdings, une société très prospère d'acquisition de dettes privées et de gestion d'actifs. En tant qu'unique dirigeant et principal bénéficiaire de sa succession, j'ai repris la gestion du portefeuille financier de cette entreprise il y a 3 mois. J'ai tiré un deuxième morceau de papier de mon dossier. C'était un grand livre financier certifié. Un mois avant que les plaignants ne déposent cette absurde poursuite contre moi, mon cabinet a acheté un paquet groupé de dettes commerciales et résidentielles en difficulté auprès d'une grande banque régionale. C'était une acquisition d'entreprise standard sur le marché secondaire. Mais lorsque j'ai personnellement examiné le grand livre la semaine dernière, j'ai trouvé 2 comptes très intéressants cachés dans le paquet. La salle d'audience était si intensément silencieuse que l'on pouvait entendre le bourdonnement de l'électricité dans les murs. Carter, assis à ma table, s'est penché en arrière sur sa chaise et a croisé les bras, un sourire fantomatique et très satisfait jouant sur ses lèvres. Il s'avère, ai-je dit calmement, laissant les mots flotter dans l'air, que les plaignants ont complètement fait défaut sur la deuxième hypothèque de leur maison de Beaver Creek. Ils n'ont pas effectué de paiement depuis 8 mois. La propriété est en phase active de pré-saisie depuis 6 mois. De plus, l'énorme prêt commercial contracté par leur fils, Dylan, pour une entreprise de luxe en démarrage qui ne génère actuellement absolument aucun revenu, est également en défaut catastrophique. J'ai pris une lente inspiration. Mon cabinet possède désormais ces 2 dettes. La bouche de Robert est restée ouverte, sa mâchoire complètement relâchée. Suzanne a serré le bord de la lourde table en bois, son visage se vidant de toute couleur, virant à une teinte maladive et terrifiante de gris cendré. Dylan me fixait depuis la galerie, la bouche légèrement ouverte, les yeux grands ouverts d'une horreur absolue et véritable.
La prise de conscience les a tous frappés au même instant. Cela les a frappés comme un train de marchandises emballé. Ils n'avaient pas seulement perdu leur procès cupide. Ils étaient face à l'homme qui détenait désormais le droit légal et financier absolu de leur prendre tout ce qu'il leur restait au monde. Je ne détiens pas seulement l'héritage que vous avez essayé de voler, ai-je dit doucement, les mots coupant la courte distance entre nous comme une lame de rasoir. Je détiens vos dettes. Je possède le papier sur le toit au-dessus de vos têtes. Je possède les voitures dans votre allée. Je me suis tourné vers la juge Cameron, fermant le dossier d'un claquement sec. Votre honneur, ce procès est une tentative de mauvaise foi d'extorsion financière par des débiteurs désespérés, dépassés, qui n'ont aucune qualité juridique que ce soit. Je demande respectueusement que cette affaire soit classée sans suite immédiatement, et que les plaignants soient condamnés à payer tous les frais de justice et les frais de tribunal associés à cette perte de temps flagrante pour le tribunal. Je suis retourné à ma table et me suis assis à côté de Carter. La juge Cameron a regardé les documents devant elle. Elle a regardé Robert et Suzanne, qui chuchotaient frénétiquement à un Nathan complètement paniqué. L'expression de la juge était celle d'un dégoût absolu et sans phare. Elle avait l'air d'avoir juste gratté quelque chose de répugnant sous sa chaussure. Elle a pris son lourd marteau en bois. En 20 ans passés sur ce banc, j'ai rarement vu un dépôt aussi absolument dépourvu de fondement juridique, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Les arguments du plaignant ne sont pas seulement juridiquement infondés. Ils sont une profonde insulte à l'intelligence de cette cour. Cette affaire est classée sans suite. Elle est complètement sans fondement. Je répète, pour que le sténographe judiciaire l'enregistre clairement, sans fondement. Elle a marqué une pause, fixant Nathan par-dessus ses lunettes. De plus, a-t-elle poursuivi, j'accorde la demande conventionnelle du défendeur dans son intégralité. Les plaignants sont par la présente ordonnés de payer tous les honoraires d'avocat de M. Marsh, les frais de justice et les frais administratifs liés à cette déposition. Si vous ne payez pas ces frais dans les 30 jours, je vous déclarerai personnellement coupable d'outrage au tribunal et émettrai des mandats d'arrêt à votre encontre. Nous sommes ajournés. Elle a frappé le marteau contre le bloc de résonance. Le craquement sec a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Le jeu était terminé. C'était un échec et mat parfait. Je me suis levé et j'ai commencé à ranger méthodiquement mes dossiers juridiques dans ma mallette en cuir. Carter s'est levé à côté de moi et m'a tapé fort sur l'épaule. Brillant, a-t-il chuchoté, un énorme sourire sur son visage. Exécution absolument impeccable, Matthew. Ils ne l'ont jamais vu venir. Je n'ai pas fêté. Je n'ai pas souri. J'ai juste hoché la tête. J'ai fermé ma mallette, je suis sorti de derrière la table du défendeur et je me suis dirigé vers l'allée centrale, vers les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience. Matthew, attends. S'il te plaît, attends. C'était Suzanne. Elle s'était précipitée de derrière la table des plaignants et me courait pratiquement après dans l'allée centrale. Je me suis arrêté et je me suis retourné lentement. Robert se tenait à quelques pas derrière elle, regardant ses chaussures en cuir coûteuses, complètement incapable de croiser mon regard. Dylan s'était déjà enfui par la porte arrière, incapable d'affronter l'humiliation publique de sa ruine financière. Suzanne a tendu la main, ses mains tremblant visiblement, et a attrapé la manche de mon blazer bleu marine. « Matthew, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix se brisant parfaitement, les larmes lui montant rapidement aux yeux. C'était une leçon magistrale de manipulation. Elle jouait l'image parfaite d'une mère dévastée, le cœur brisé. Nous sommes une famille. Nous avons fait une terrible erreur il y a longtemps. Nous avions tellement de difficultés à l'époque. Nous ne savions pas quoi faire. Tu dois comprendre, nous étions désespérés. Tu as tellement de choses maintenant. Tu as des millions. S'il te plaît, ne prends pas la maison. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. J'ai baissé les yeux sur sa main, serrant ma veste. Puis j'ai levé les yeux vers son visage. Je n'ai pas vu de mère. Je n'ai pas vu de famille. J'ai juste vu une étrangère toxique qui était finalement à court de mensonges et de victimes. Vous avez fait un choix, Suzanne, ai-je dit. Ma voix n'était pas en colère. Elle n'était pas forte. Elle était juste complètement creuse, froide et absolue. Nous étions noyés sous les factures médicales et les dettes, a-t-elle plaidé, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues, ruinant son maquillage. Nous avons juste paniqué. Nous ne voulions pas te faire de mal. Vous avez paniqué, ai-je demandé,
me penchant légèrement, ma voix tombant à un chuchotement dur. Vous avez paniqué, conduit votre propre chair et sang à une gare routière, par un froid glacial, m'avez donné une seule barre de céréales, et m'avez laissé là pour geler. Vous appelez ça de la panique? Oui, sanglota TL, hochant frénétiquement la tête, essayant désespérément de jouer sur toute culpabilité résiduelle d'enfance que j'aurais pu encore porter. Oui, Matthew. Oui, ce fut une horrible erreur de panique. Je l'ai regardé droit dans les yeux, lui arrachant toutes les défenses qui lui restaient. Non, ce n'était pas le cas. Paniquer, c'est manquer un paiement de voiture. Paniquer, c'est contracter un prêt sur salaire. Ce que vous avez fait, c'est vous rendre dans un commissariat de police et déposer un faux rapport de police, affirmant que votre fils de 8 ans avait des antécédents de problèmes de comportement violent et qu'il s'était enfui de la maison. Ce que vous avez fait, c'est rester chez vous pendant 2 ans, prétendant pleurer, puis déposer une réclamation sur une police d'assurance vie que vous aviez explicitement souscrite 18 mois avant de m'abandonner. Suzanne s'est complètement figée. Sa respiration s'est violemment coupée dans sa gorge. Ses yeux se sont écarquillés incroyablement et les fausses larmes ont cessé instantanément. La couleur restante a complètement disparu de son visage. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Vous avez été payé 62 000 $ pour me jeter comme un déchet, ai-je chuchoté, m'assurant que seul elle et Robert pouvaient entendre les mots. Pensiez-vous vraiment sincèrement que je ne le découvrirais pas? Pensiez-vous que j'étais encore ce petit enfant stupide assis sur le banc? Robert a fait un pas en arrière soudain, ses jambes heurtant l'un des bancs en bois massif. Il avait l'air terrifié. Il savait que c'était fini. J'ai levé la main et j'ai fermement retiré mon bras de son emprise. Ne me contactez plus jamais. Je leur ai tourné le dos et j'ai franchi les lourdes portes, les laissant debout là, au milieu des ruines absolues de leur propre fabrication. J'ai descendu le long couloir de marbre, appuyé sur le bouton de l'ascenseur, suis descendu au rez-de-chaussée et j'ai traversé les portes vitrées tournantes pour entrer dans l'air vif et mordant de l'après-midi. Carter est sorti du bâtiment un instant plus tard, tenant 2 tasses de café fumantes qu'il avait prises au chariot du hall. Il m'en a tendu une avec un hochement de tête. Nous avons marché ensemble en silence vers le grand parking des visiteurs. Alors que nous approchions de ma voiture, j'ai entendu des cris forts et frénétiques. Je me suis arrêté et j'ai regardé sur ma droite. L'élégante Porsche Cayenne noir jet, que Dylan avait conduite au palais de justice pour afficher sa fausse richesse, n'était plus garée agressivement sur 2 places. Elle était actuellement accrochée à l'arrière d'une dépanneuse à plateau robuste. Un homme costaud, portant un gilet jaune haute visibilité, serrait les câbles du treuil en métal lourd à l'essieu avant du SUV de luxe. Dylan se tenait sur l'asphalte, hurlant à plein poumon au conducteur de la dépanneuse. Sa veste de costume coûteuse était déboutonnée. Sa cravate en soie était de travers et son visage était rouge vif de rage absolue. « Vous ne pouvez pas faire ça. Savez-vous qui je suis » a hurlé Dylan, agitant les bras sauvagement. « J'ai l'argent. Le virement bancaire est juste retardé. Posez la voiture tout de suite ou je vous poursuis en justice. » Le conducteur de la dépanneuse n'a même pas pris la peine de le regarder. Il a juste continué à serrer les épaisses sangles en nylon sur les pneus. « Mon pote, a-t-il dit d'une voix ennuyée. Vous avez 4 mois de retard sur les paiements et la banque a émis l'ordre de saisie il y a 1 semaine. Appelez le numéro sur l'autocollant jaune de votre fenêtre. Éloignez-vous immédiatement du véhicule ou j'appelle les flics pour vous citer pour interférence. » Dylan est resté là, complètement impuissant, sa bouche s'ouvrant et se fermant tandis que le vérin hydraulique gémissait bruyamment et tirait le symbole ultime de sa fausse richesse arrogante sur le plateau. Il s'est retourné et m'a vu debout à 15 mètres, tenant mon café, le regardant. Toute l'arrogance, toute la suffisance qu'il avait paradée dans la salle d'audience 1 heure plus tôt avait complètement disparu. Il avait l'air incroyablement petit, pathétique. Il a rompu le contact visuel immédiatement, a enfoncé ses mains tremblantes profondément dans ses poches et est retourné rapidement vers les portes du palais de justice pour retrouver les parents qui ne pouvaient plus le sortir de ses échecs. J'ai bu une lente gorgée de mon café, il était fantastique. Le système judiciaire est une machine notoirement lente et laborieuse. Il faut du temps pour traiter d'épais documents, pour interroger des témoins sous serment et pour bâtir des dossiers criminels absolument infaillibles. 2 semaines après la fin du procès civil, j'étais assis à mon bureau, rédigeant un accord de garde complexe pour un client pro bono. Mon téléphone portable a vibré bruyamment sur le bureau. C'était un message texte de Carter. Il disait simplement « C'est fait ». J'ai posé mon stylo.
Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je savais exactement ce que ce court message signifiait. Gabriel, mon détective privé, m'avait dit que la division des fraudes du procureur allait enfin passer à l'action aujourd'hui. À cet instant précis, à 20 mètres de là, à Beaver Creek, 2 voitures de police banalisées se sont engagées agressivement dans l'allée de la maison que mon cabinet saisissait activement. Des détectives lourdement armés ont frappé bruyamment à la porte d'entrée. Lorsque Robert a ouvert, ils n'ont pas demandé poliment à entrer. Ils lui ont attrapé les bras, l'ont fait pivoter et l'ont, lui et Suzanne, menotté là, sur le porche d'entrée. Ils leur ont lu leur droit de Miranda à haute voix, sur la pelouse, à la vue de tous leurs riches voisins. Les accusations criminelles étaient graves et inéluctables, 2 chefs d'accusation de fraude à l'assurance, dépôt de faux rapports de police et fausses déclarations frauduleuses. Plus tard cet après-midi-là, un autre groupe de détectives d'État a rendu une visite surprise au lieu de travail d'oncle John. Ils ont contourné la réceptionniste et l'ont tiré d'une réunion de cadre supérieur pour l'interroger sur sa signature sous serment sur une demande d'assurance de 1994, corroborant une histoire complètement fausse d'un enfant fugueur violent. Le parjure a une prescription, mais participer activement à une conspiration de fraude criminelle en cours ouvre un tout autre ensemble de conséquences légales catastrophiques. Il pensait s'en être tiré avec le crime parfait pendant 22 ans. Il pensait que le temps avait réussi à enterrer leur terrible péché. Mais le temps n'enterre pas la vérité. Il attend juste patiemment que quelqu'un commence enfin à creuser. Au moment où le printemps arrivait, l'air en Ohio a finalement commencé à se réchauffer, faisant fondre les dernières taches tenaces de neige sale et grise sur les trottoirs. J'avais passé tout l'hiver à gérer les retombées massives de mon passé. J'ai autorisé la saisie finale de la maison de Beaver Creek. J'ai liquidé la mauvaise dette de la société défaillante de Dylan, et j'ai observé avec une satisfaction silencieuse les mises en accusation criminelles contre mes parents biologiques avancer rapidement devant les tribunaux fédéraux. Mais je ne voulais pas que ma vie ou mon héritage soit défini en permanence par la vengeance. Joseph ne m'avait pas sauvé de cette gare routière glaciale juste pour que je devienne un homme amer et en colère, détruisant des gens dans les tribunaux. Il m'avait sauvé pour me montrer à quoi ressemblait la vraie gentillesse inconditionnelle. Il était temps de construire quelque chose d'entièrement nouveau. J'ai utilisé une très grande partie de l'argent de l'héritage pour établir officiellement la fondation Joseph Marsh. J'ai loué un grand espace de bureau, lumineux et accueillant, en centre-ville. Je ne voulais absolument pas qu'il ressemble à un cabinet d'avocats stérile et intimidant. J'ai peint les murs de couleurs chaudes et apaisantes. J'ai acheté des canapés moelleux et confortables, et j'ai rempli la salle d'attente de livres, de matériel artistique et de jouets. La mission principale de la fondation était directe, spécifique et implacable. Nous offrions une représentation juridique agressive de premier ordre, entièrement gratuite, aux enfants du système de placement familial qui étaient pris au milieu de procédures judiciaires familiales vicieuses ou de batailles de garde abusives. Les enfants piégés dans le système ont souvent des travailleurs sociaux massivement surchargés de travail et des tuteurs nommés par le tribunal, ad litem, qui connaissent à peine leur prénom. Ces enfants sont assis dans des salles d'audience terrifiantes, tandis que des adultes en colère se disputent à leur sujet, comme s'ils étaient des pièces de mobilier anciens à diviser. Je voulais changer cette réalité pour toujours. Je voulais m'assurer absolument que lorsqu'un enfant terrifié entrait dans une salle d'audience, il avait un avocat perspicace et dévoué juste à côté d'eux, dont le seul travail, dont la seule loyauté, lui était entièrement dévouée. J'ai renoncé à une promotion massive et lucrative dans mon cabinet d'entreprise, abandonnant un salaire énorme pour diriger la fondation à temps plein. Carter m'a traité de fou, mais il a quand même offert ses week-ends pour nous aider à plaider les affaires successorales et de garde les plus complexes. Un après-midi de fin mai, j'étais assis dans mon nouveau bureau. La porte était ouverte et j'entendais les téléphones sonner sans cesse à l'accueil. Mon assistante a frappé doucement au cadre de la porte et est entrée, tenant un petit garçon par la main. Il avait 8 ans. Il portait un t-shirt de super-héros délavé et un jean un peu trop court pour ses jambes. Il serrait un petit sac à dos bleu usé contre sa poitrine. Son travailleur social l'avait amené parce que ses parents traversaient un divorce brutal, alimenté par la drogue, et les 2 parties essayaient de l'utiliser malicieusement comme levier pour obtenir plus de pensions alimentaires. Il s'est assis lentement dans le grand fauteuil en cuir, directement en face de mon bureau. Il regardait droit le sol, les épaules relevées jusqu'aux oreilles, essayant de se rendre aussi invisible que possible. Il vibrait de ce genre d'anxiété silencieuse et terrifiée que je me rappelais si bien de ma propre enfance. Je n'ai pas commencé à parler de stratégie juridique. Je ne lui ai pas posé de questions difficiles et invasives sur ses parents.
J'ai lentement fouillé dans mon tiroir du bas. J'ai sorti le petit jeu d'échecs de voyage magnétique de Joseph. Je l'ai ouvert avec précaution et l'ai posé sur le bord du bureau en acajou, juste entre nous. « Sais-tu jouer » ai-je demandé, gardant ma voix incroyablement basse, chaude et régulière. Il a lentement secoué la tête, les yeux rivés sur ses baskets usées. « Non, ce n'est pas grave » ai-je dit avec désinvolture, faisant avancer un pion blanc. « Je peux t'apprendre. C'est en fait très amusant. La pièce qui ressemble à un château s'appelle une tour, et elle se déplace en ligne droite. Celle avec le chapeau pointu est le fou, et elle se déplace en diagonale. » Il a finalement levé les yeux, ses grands yeux se posant sur l'échiquier noir et blanc, puis prudemment sur mon visage. Je me suis penché légèrement en avant, posant mes avant-bras sur le bureau. « Écoute-moi très attentivement, lui ai-je dit, m'assurant qu'il entendait chaque mot. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui se passe là-bas dans le couloir. Tu n'as pas à t'inquiéter du juge, de tes parents ou des autres avocats qui se crient dessus. Je suis ton avocat. Cela signifie que je travaille pour toi et personne d'autre au monde. Je suis là pour toi. » J'ai vu un infime, presque imperceptible, relâchement de tension dans ses épaules étroites. Il a laissé échapper un petit souffle. C'était le tout début de la confiance. C'était exactement le même regard d'espoir fragile que j'avais dû donner à Joseph 24 ans auparavant, dans cette salle d'attente déprimante des services sociaux. Le cycle du traumatisme générationnel s'était enfin arrêté avec moi. Je m'en assurais chaque jour. Les affaires pénales contre Robert et Suzanne se sont conclues rapidement. Face à une montagne absolue de preuves documentaires accablantes de l'enquête de Gabriel, et complètement réticents à risquer un procès devant jury très médiatisé qui exposerait leur horrible abandon d'un enfant de 8 ans au public, ils ont accepté un accord de plaidoyer. Ils ont été condamnés à la prison fédérale pour fraude à l'assurance. La banque a finalisé la saisie de la maison de Beaver Creek et ils ont perdu chaque centime qu'ils avaient jamais thésaurisé. Dylan, totalement privé du filet de sécurité financière dont il avait profité toute sa vie, a été contraint de déclarer faillite au chapitre 7. La dernière chose que j'ai entendue par la voie légale, c'est que l'ancien enfant prodige travaillait à un emploi de vente au détail éreintant, au salaire minimum, essayant désespérément de rembourser ses énormes montagnes de dettes de consommation. Oncle John a réussi à éviter la prison en devenant un témoin de l'État et en coopérant pleinement avec l'accusation, mais il a été lourdement condamné à une amende et contraint à une retraite anticipée et appauvrie. Quelques jours avant sa condamnation officielle, il a envoyé une longue lettre manuscrite et décousue à mon bureau. Il implorait mon pardon. Il prétendait que Robert l'avait manipulé, qu'il ne connaissait pas l'étendue complète du plan frauduleux, qu'il m'avait toujours aimé au fond de son cœur. J'ai lu la lettre exactement une fois. Je n'ai pas ressenti la moindre colère. J'ai juste ressenti un sentiment de profonde et lourde pitié pour un homme si incroyablement lâche qu'il ne pouvait même pas reconnaître ses propres erreurs. J'ai marché jusqu'au coin de mon bureau, j'ai introduit la lettre directement dans le destructeur de papier et j'ai écouté les lames détruire ses excuses. Je n'ai jamais répondu. Le pardon est quelque chose que vous faites pour vous-même, pour trouver la paix intérieure. Cela ne signifie absolument pas que vous devez laisser des personnes toxiques revenir dans votre vie, et cela ne signifie certainement pas que vous intervenez pour les sauver des justes conséquences de leurs propres actions terribles. Je suis assis à mon bureau la plupart des matins, avant que le bureau ne s'active. Regardant le lever de soleil lumineux sur l'horizon de la ville. Le bureau est paisible et calme. Juste au centre de mon immense bureau en acajou se trouve le vieil échiquier de voyage magnétique de Joseph. Je ne le range jamais dans un tiroir. Il est toujours configuré en pleine partie. Un arrangement compliqué de pièces éparpillées sur l'échiquier. Joseph le laissait toujours exactement comme ça chez lui. Il me disait qu'une partie à moitié terminée était un rappel essentiel que la vie est une série de problèmes complexes à résoudre. Elle exige une patience infinie, une attention aiguisée et la volonté de prendre du recul pour voir l'échiquier clairement dans son ensemble. Il m'a appris à prendre mon temps, à résister aux mouvements émotionnels réactifs qui semblent profondément satisfaisants dans le feu de l'action, mais qui vous coûtent toute la partie plus tard. Il m'a appris à penser 3 coups d'avance, sans jamais perdre de vue ma position actuelle. Je pense à lui chaque jour. Je pense à un homme calme qui a pris un mauvais virage en cherchant un ascenseur, est entré dans une pièce pleine d'enfants brisés et rejetés, et a décidé de s'asseoir à côté d'un garçon silencieux de 8 ans. Il a sorti un simple jeu d'échecs de sa poche de veste comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et ce faisant, il a complètement réécrit la trajectoire entière de mon existence.
La vie est entièrement façonnée par les plus petits choix, les plus insignifiants en apparence. Un mauvais virage dans un couloir, une barre de céréales au beurre de cacahuète, un banc en bois près d'une série de casiers métalliques. Mes parents biologiques ont choisi la pure cupidité. Ils se sont choisis eux-mêmes plutôt que leur propre chair et sang. Ils ont regardé leur enfant et n'ont vu qu'une obligation financière qu'ils pouvaient monnayer pour 62 000 $. Joseph a choisi la patience. Il a choisi la gentillesse radicale. Il a regardé un étranger terrifié et a vu un fils. La différence entre ces deux choix n'est pas seulement une victoire juridique au tribunal ou un héritage financier massif. La différence entre ces deux choix est la forme et le but entier de ma vie. C'est la raison même pour laquelle je peux m'asseoir en face d'enfants effrayés aujourd'hui et leur promettre que l'obscurité ne durera pas éternellement. Survivre à la tempête n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début de la découverte de qui vous êtes destiné à être. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue, mais c'est un voyage profondément personnel que j'avais besoin de partager. J'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, peut-être en vous rappelant que la famille que l'on choisit est souvent infiniment plus forte que la famille dans laquelle on est. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire, à devoir couper des personnes toxiques de votre vie pour protéger votre propre paix et votre santé mentale? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'en lis autant que je peux. Maintenant, si vous êtes encore là, à écouter ma voix à la toute fin de cette vidéo, vous faites partie d'un groupe exclusif. Je l'appelle le club des 1%. Cela signifie que vous avez la patience et la profonde empathie nécessaires pour suivre une histoire jusqu'au bout. Je tiens à vous le reconnaître.